Bienvenue pour ce 8e webinaire 2025 organisé par Destination Canada. Donc aujourd'hui, ça va être direction l'est du pays avec une présentation de la province du Québec. Donc moi, c'est Natacha, coordinatrice de projet pour Destination Canada. Et aujourd'hui, on va débuter avec une présentation de Bonjour Québec avec Charles Julien, suivie d'une présentation de la route des explorateurs avec Emerson. Et bien sûr, comme d'habitude, une séance de questions-réponses de 10 minutes à la fin, où vous aurez accès à vos caméras et micros. Donc, comme d'habitude, ces webinaires ont un focus sur la saison de l'automne et je vous enverrai la présentation par email avec l'accès au replay. Donc, voici tous les outils que Destination Canada met à votre disposition. Donc, vous pouvez vous enregistrer ici au programme spécialiste du Canada qui vous permet d'avoir accès à notre infolettre mensuelle Trade et bien sûr de participer au tirage au sort pour la participation aux éductours de Destination Canada. Vous avez aussi ici le lien pour vous inscrire à l'infolette Trade qui est mensuelle. Vous avez accès à la brochure en ligne qui est une aide à la vente avec une double page pour chaque province et territoire canadien avec du texte libre de droit. Et ici, vous pouvez écouter notre podcast fait maison qui s'appelle Tire-toi une bûche et qui compte maintenant 3 saisons et qui se retrouve gratuitement sur toutes vos plateformes préférées. Vous avez aussi accès à notre chaîne YouTube qui s'appelle Spécialiste du Canada France, qui est dédiée à vous et sur laquelle vous pouvez retrouver tous les replays de nos webinaires, mais aussi 13 épisodes de formation estivale sur chaque province et territoire canadien. Et si jamais vous avez besoin de contenu, d'images, de vidéos, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la brandcanadalibrary.com juste ici. Donc voilà, maintenant on va débuter avec la présentation de Charles Julien pour Bonjour Québec. À toi, Charles. Merci Natacha. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en nombre pour cette présentation de la province du Québec. Donc, je m'appelle Charles Julien, je suis responsable vente et marketing pour l'Europe francophone pour Bonjour Québec. Et donc, je m'occupe de promouvoir la bonne parole pour la province du Québec et toutes ses spécificités. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je mets toujours une carte de l'Amérique du Nord, même si je sais que vous savez toutes et tous où se situe le Québec. J'aime bien le rappeler quand même. Donc, le Québec se trouve à l'est du Canada. Il s'étend de la frontière avec l'Ontario à l'ouest jusqu'au golfe du Saint-Laurent à l'est et de la frontière avec les États-Unis et le Nouveau-Brunswick au sud jusqu'au 63e parallèle au nord. Alors, le Québec, c'est un territoire impressionnant, très vaste. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 fois à peu près la superficie de la France. Donc, c'est un territoire vraiment énorme. Je précise toujours ça parce que pour vos clients principalement, il va falloir faire des choix. Vous ne pourrez pas, ils ne pourront pas faire tout en un seul voyage ou alors il faudra rester longtemps. Donc, il y a plusieurs régions à découvrir. Il y en a 21, pour être précis, 21 régions qui sont toutes différentes les unes des autres de par leur géographie ou leur histoire. Donc voilà, de nouveau, il faut y passer du temps pour vraiment en profiter et tout découvrir. Au niveau du climat, le Québec, c'est 4 saisons bien marquées, avec un printemps qui est doux, un été qui est chaud, un automne qui est coloré et qui est très apprécié généralement, et un hiver qui est enneigé avec des activités bien spécifiques. Donc, 4 saisons, je dirais pratiquement 4 voyages. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 saisons principales restent l'été et l'hiver. Au niveau des formalités, rien de très important à savoir, si ce n'est 2 obligations, bien sûr, avoir son passeport en cours de validité, généralement valable 6 mois après la date retour, et important, obtenir l'AVE, qui est l'autorisation de voyage électronique, qui coûte 7 $ canadiens et qui est valable 5 ans. Ces formalités sont impératives aussi bien pour les adultes que pour les enfants, donc pensez-y. Au niveau des portes d'entrée, donc pour rejoindre le Québec, il y a plusieurs possibilités. Les voyageurs internationaux et français en particulier, généralement arrivent à Montréal. Je dirais que c'est 99 des vols qui arrivent à Montréal en direct. Mais on peut également arriver à Québec, qui est la capitale provinciale. Je ne sais pas si ça va se mettre. Donc Québec, il y a quelques vols directs, notamment avec
Air Transat et Air France, on va voir ça juste après. Et on peut également arriver aussi, même si c'est un peu plus rare, par Gatineau-Ottawa, qui est dans la région de l'Outaouais. Cette option est notamment intéressante pour les clients qui souhaiteraient découvrir l'ouest de la province et notamment la route des explorateurs qui vous sera présentée dans quelques minutes par mon collègue Emerson. Pour aller au Québec, pour se rendre dans la province, il y a plusieurs options. 4 compagnies aériennes qui desservent donc les différents aéroports. Air Canada, Air Transat, French Bee et Air France, donc avec des vols toute l'année. On a bien sûr la possibilité, comme je disais il y a quelques instants, de rejoindre Québec, la ville de Québec, en direct avec Air Transat toute l'année et avec Air France en saison. En dehors de ça, ce qui est important à savoir, c'est que la majorité des vols partent de Paris, mais avec Air Canada et Air Transat, on a d'autres possibilités, notamment de province. Avec Air Canada, on a la possibilité de partir de Lyon, de Nice et de Toulouse. Avec Air Transat, il y a encore plus de possibilités avec des départs de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, de Bâle-Mulhouse, de Nantes, de Nice et de Toulouse. Quelques vols ont même été annualisés, notamment celui de Nantes avec Air Transat. Alors, pourquoi le Québec? Déjà, on vient dans la belle province pour sa culture créative. Alors, on le sait tous, les Québécois parlent comme personne d'autre. Ils ont un accent que l'on trouve généralement chantant, que l'on apprécie et qui est un signe identitaire très fort. Ils ont également une culture d'expression qui est plutôt imagée et unique. On est même un peu perdu quand on les écoute nous sortir ces expressions, donc il faut se méfier. Et j'ai l'habitude de dire qu'écouter un Québécois parler, c'est déjà voyager. On aime beaucoup les entendre nous raconter des histoires et ils en ont toujours beaucoup à raconter, donc on ne s'ennuie jamais. Le Québec, on y vient également pour son territoire spectaculaire. J'en parlais il y a quelques minutes. C'est à peu près 3 fois la France, donc il y a de quoi faire. C'est un territoire donc démesuré, tout en haut de l'Amérique du Nord. On dit que les Québécois ont la tête dans les glaciers et les pieds dans un fleuve long de 1200 km. Alors que ce soit dans les grands espaces sauvages ou les métropoles dynamiques, on n'est jamais déçu. On a toujours quelque chose à faire, toujours un musée à visiter ou des activités à faire en pleine nature. Et le Québec, on y vient également pour l'accueil généreux que l'on reçoit à chaque visite. C'est vrai que ce n'est pas une légende. Les Québécois sont très accueillants, très accessibles, très authentiques. Ils ont appris à s'en tenir à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les gens. Donc ils aiment partager, ils sont bienveillants, ils sont chaleureux, ils sont également très aidants. Et c'est vrai que je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est dans la rue et qui a sa carte en main et qui cherche son chemin. Généralement, il n'a pas le temps de demander quoi que ce soit, que quelqu'un s'est déjà arrêté pour l'aiguiller et lui proposer son aide. Donc ça, c'est quelque chose qui est unique et qui est pas forcément ce qu'on retrouve en France. Donc voilà, au Québec, ce sera le cas. Toujours ravi d'avoir les Français et de les aider si besoin. Alors, comme vous en doutez, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter en détail les 21 régions de la province. Donc, je vous propose de vous présenter 5 expériences phares que l'on peut bien sûr faire l'automne, pas que, mais notamment l'automne. Et ça définit globalement l'ensemble de la province. Je vais commencer par vous parler de villes vibrantes et festivités, puis de culture et histoire vivante, d'aventures en nature, de saveurs locales et de vivre le Saint-Laurent qui est le fil rouge de la province. On n'en est jamais très très loin. Donc pour commencer par nos villes vibrantes et nos festivités, ce qu'il faut savoir, c'est que ces villes, les grandes villes globalement, et après on passe dans des petites villes, des villages, mais les 2 grandes villes dont je vais vous parler sont d'influence à la fois européenne et nord-américaine, ce qui en fait un très bon mix. Elles sont remplies d'histoire et quand même souvent situées à proximité de la nature.
Et quand on parle de ville, on pense tout de suite, bien sûr, à celle de Québec, qui est donc la capitale provinciale, qui est le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, qui a été fondée par Samuel de Champlain en 1608. Donc, un patrimoine historique assez important, notamment dans le Vieux-Québec, qui est, vous voyez sur la photo en haut à gauche, qui est le quartier historique de la ville, un quartier qui domine le Saint-Laurent, qui est avec des rues pavées, des maisons en pierre, donc quelque chose de très typique, au charme plutôt européen, et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Mais c'est également la seule cité fortifiée au nord du Mexique. On le voit sur la photo du bas, le château Frontenac, qui est l'emblème de la ville, qui est le bâtiment que l'on voit de partout et qui domine vraiment la totalité de ce quartier, du quartier historique, mais également de la ville. Et on voit le Saint-Laurent en fond. Donc sachez que ce bâtiment, le château Frontenac, est maintenant un hôtel de la chaîne Fairmont. Donc vous pouvez très bien y faire séjourner vos clients. Ils seront ravis d'avoir une localisation aussi bonne. Côté festivités, Québec, c'est notamment le carnaval de Québec, qui a été créé en 1955. C'est le plus grand carnaval au monde ayant lieu l'hiver. Chaque année, entre fin janvier et début février, il y a à peu près 500 000 personnes qui viennent. Et durant ces quelques jours, on peut assister à un défilé mené par Bonhomme Carnaval, qui est vraiment une institution au Québec. On a également beaucoup de sculptures sur glace, des patinoires et de nombreuses autres animations. Donc vraiment une période qui est peut-être enneigée, mais en tout cas festive. Et les Québécois, ce n'est pas parce qu'il neige un petit peu ou que les températures descendent qu'ils restent chez eux. Donc bien garder en tête que beaucoup de festivités sont organisées aussi l'hiver. Le carnaval en est une. L'autre événement et manifestation d'envergure est les fêtes de la Nouvelle-France. Donc ça a lieu plutôt au mois d'août, donc un petit peu avant l'automne, mais on peut quand même essayer d'en profiter quand on y est. Et cette manifestation est très populaire avec beaucoup de personnes en habit d'époque qui permettent d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville, notamment. C'est une manifestation qui est très festive, qui est historique et gastronomique également. Donc, autant en profiter quand on y est. Côté Montréal, puisque on peut également parler de cette autre grande ville que l'on peut découvrir. Je ne sais pas, parce que ça va pas tarder. Donc Montréal, comme je le disais, ville totalement différente de par son aspect. Qui est une ville plutôt cosmopolite, très dynamique, la deuxième plus grande ville francophone au monde après Paris. On a l'habitude de dire que cette ville ne se visite pas, mais qu'elle se vit. Donc il faut y passer du temps également. Et donc, chacun des 19 quartiers qui composent la ville sont, ont leur propre personnalité. C'est un bon mix qui est offert aux visiteurs. Le charme de la ville est encore une fois différent de celui de Québec. On est vraiment dans une ville plutôt nord-américaine, mais avec beaucoup de choses à découvrir, que ce soit à pied, à vélo, en métro, on s'y déplace très facilement. Et on voit également dans différents parcs le changement des couleurs à l'automne, avec la possibilité d'en profiter sans forcément aller dans les régions qui se trouvent aux alentours. Déjà, ne serait-ce qu'avec le Mont-Royal, on peut découvrir tout ça. Il y a beaucoup de merveilles d'architecture qu'on y découvre, on a des lieux historiques, on a beaucoup d'événements culturels également. Certains sont plutôt autour de l'été, comme le festival de jazz ou les Franco. Et on a également l'hiver, Igloo Fest, qui reste incontournable. Donc, de nouveau, on peut tout à fait profiter de ces deux grandes villes avec beaucoup de festivités
et pas seulement pour leur architecture ou leurs différentes activités autour de ville ou autre. Continuons maintenant avec l'expérience culture et histoire vivante. C'est donc très important au Québec, hein. La province a été fondée sous le nom de Nouvelle-France, donc il y a 400 ans, je le disais. C'est une histoire riche qui a été marquée par les régimes français et britanniques, ainsi que par les Premières Nations et les Inuits qui les ont précédés. Et se plonger dans la culture au Québec, c'est avoir accès donc, de grandes expositions, d'innombrables galeries d'art, et de riches musées, et notamment le Musée canadien de l'histoire, qui se trouve à Gatineau, et je pense qu'Emerson en fera mention dans sa présentation. Ce musée est le plus visité du Canada et c'est un incontournable. Il est ouvert bien sûr toute l'année. Il y a une section qui est dédiée également aux enfants, donc vraiment à conseiller absolument. On a également de nombreux spectacles éloquents, et les plus connus sont ceux du Cirque du Soleil, hein, le Cirque du Soleil qui a été créé à Baie-Saint-Paul dans les années 80, donc c'est québécois. On ne sait pas toujours, on voit beaucoup de spectacles un peu partout, mais le Cirque du Soleil est bien issu du Québec. Et puis il y a également beaucoup de fresques murales que l'on peut découvrir à pied, notamment à Montréal, et toute période, par soi-même ou avec des tours guidés. Et ça témoigne vraiment de la créativité des Québécois. On a aussi beaucoup d'impressionnantes projections lumineuses ou numériques qui mettent en valeur des jardins, des forêts, des bâtiments, des ponts. Donc c'est des projections lumineuses, mais également sonores. Donc ce volet-là est très important aussi pour en faire une expérience immersive vraiment incontournable. Et s'il y en a une à ne pas louper, c'est celle qui se trouve à Wendake, qui s'appelle Onua Lumina. C'est à 30 minutes de Québec. C'est un parcours d'1 kilomètre 200 à peu près, en pleine forêt, et qui est ouvert toute l'année. Donc dès que la nuit tombe, on peut aller visiter ce parcours immersif, et ça raconte l'histoire du peuple Huron-Wendat, et c'est vraiment un incontournable. Pour un itinéraire, il faut absolument l'inclure sans hésiter. Et pour appréhender au mieux l'histoire du Québec, il faut aller à la rencontre des 11 nations autochtones et des 55 communautés que l'on retrouve un peu partout dans la province. Et on les retrouve à travers des créations artistiques, des musées, des hébergements, des expériences en nature et des sites d'interprétation. On voit notamment sur la photo du haut une maison longue, habitat traditionnel, que l'on peut visiter dans certaines communautés. Donc, je vous invite vraiment à le proposer à vos clients. C'est quelque chose qui est incontournable. De nouveau, ouvert durant l'automne et à d'autres saisons, bien sûr, mais en automne, on peut le faire aussi. Et on a également beaucoup de nations ou de communautés qui sont disséminées un peu partout, et qui permettent pour vos clients d'en découvrir plus sur le savoir-faire des autochtones. C'est avec fierté qu'ils leur parleront de leur gastronomie, de leur culture, de leur spiritualité et de leur rapport, leur grand respect pour la nature. Et le rapport à la nature, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est de plus en plus mis en avant au Québec, et il ne faut pas hésiter à l'inclure dans vos itinéraires. Pour l'expérience aventure en nature, donc là, pour tous ceux qui ont déjà vu des photos ou qui sont allés au Québec, sache qu'il est caractérisé par une nature généreuse, constituée de montagnes, de chutes et de cours d'eau, d'immenses forêts, d'un fjord magnifique et du majestueux Saint-Laurent. Que vos clients soient adeptes de randonnée pédestre, de sport nautique, de parcours d'aventure, de vélo, de traîneau à chien, de patinage, de ski, j'en passe. Ils aiment également faire des activités à sensation comme la via ferrata ou la tyrolienne, l'escalade. Le Québec offre un choix infini d'activités, globalement possibles toute l'année. Parfois, certains sites sont
fermé l'hiver, mais en dehors de ça, sur la période automnale, on peut bien sûr en profiter et notamment sur la photo du bas, ça n'a pas été prise en automne, mais donc plutôt l'été, mais on peut faire cette activité qui est donc une tyrolienne côté de à Mont-Tremblant, ça s'appelle Zip Trek, qui est une activité unique avec des tyroliennes, certaines de plus d'1 kilomètre. Donc, à l'automne, avec le changement des couleurs, c'est vraiment magique. Donc, pensez-y également. Et ces activités sont ouvertes à tous, adultes comme enfants. Alors, parfois, il faudra vérifier l'âge ou la taille, mais en dehors de ça, on doit pouvoir les faire en grande majorité en famille. Et une fois que vos clients auront bien profité de toutes ces activités, ils apprécieront très probablement de se reposer, dans des prêts à camper, ou dans un chalet, sous une tente, même en milieu de ces parcs, enfin, en tout cas en pleine nature, à moins qu'ils préfèrent dormir dans une cabane dans les arbres, on le voit sur la photo de gauche. On peut également, dormir dans des phares, dormir, à l'hôtel de glace, même si plutôt sur la saison hivernale bien sûr, ou dans un sous-marin. Il y a énormément de possibilités et pour les moins aventureux, on propose bien sûr des gîtes, des auberges, des hôtels, des pourvoiries. Il y a énormément d'options, possibles, donc on peut faire un mix durant un itinéraire au Québec. Donc les paysages que l'on offre, aux visiteurs, permettent d'observer une faune et une flore d'une étonnante diversité, que ce soit donc de l'orignal au rorqual. Il y a à peu près 650 espèces animales, dont 17 espèces marines et 300 espèces d'oiseaux. Donc il y a énormément de possibilités et pour tous. Et ce qui est bien, c'est que donc sur ce vaste territoire québécois, on a la possibilité d'observer ces différentes espèces, soit par soi-même, quand on fait une randonnée en pleine forêt, soit avec des excursions qui seront encadrées par des guides professionnels. Donc énormément de possibilités, notamment durant l'automne. On peut aller voir les ours, on peut aller se balader, voir des oiseaux et d'autres animaux. Et bien sûr, si on veut en voir sans aucun doute, 3 sites qui sont incontournables. Le premier d'entre eux, c'est le refuge Pajot, qui se trouve en Abitibi-Témiscamingue, et qui permet là, c'est un endroit qui, récupère les animaux blessés, qui les soigne et qui les remet après, en nature. Donc on peut, faire une visite qui est très instructive et donc on va les voir, obligatoirement. On a également le parc Oméga, qui se trouve dans l'Outaouais, qui est également un incontournable avec la possibilité, de séjourner sur place. Il y a de plus en plus d'hébergements proposés et après c'est un parcours en voiture. Et on a également le zoo de Saint-Félicien qui se trouve dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui là, offre de multiples possibilités, notamment un tour en train, grillagé, qui permet de découvrir donc, les animaux qui sont eux en liberté et d'autres parties, à pied, dans le zoo et c'est vraiment très bien fait et les animaux sont toujours bien sûr traités comme il le faut. Au niveau des saveurs locales, puisque c'est très important, c'est pour les Français de bien manger. Donc je dois bien sûr mentionner, la poutine, la fameuse poutine, les délicieux produits, de l'érable. Mais il y a également une gastronomie locale québécoise qui est, de plus en plus, renommée avec, le savoir-faire de chefs de grands, talents, qui ont une activité débordante et qui, s'y installent de plus en plus et qui, offrent aux visiteurs énormément de bons petits plats. Donc la cuisine au Québec, c'est une expérience riche de découvertes culinaires, comme je disais, mais c'est également la possibilité de rencontrer, beaucoup de monde, de discuter, de partager avec, des Québécois, que ce soit en pleine nature, dans des bars ou des restaurants, dans des marchés publics ou même dans les festivals. Et je fais un petit aparté, ici pour, vous dire que depuis le mois d'avril, le guide Michelin, qui répertorie les meilleurs restaurants, est arrivé au Québec et on est fiers d'avoir 9 restaurants étoilés, dont un 2 étoiles à Québec. Donc
vous avez la possibilité de proposer ces expériences à vos clients et ils seront ravis de pouvoir dîner, déjeuner dans ces restaurants nouvellement étoilés. On a également la possibilité de découvrir les produits exceptionnels des producteurs et des artisans du terroir québécois, avec des routes, des circuits gourmands qui ont été créés spécialement. Et on peut y découvrir donc des talentueux microbrasseurs, des cidriers, des fromagers, des acériculteurs, des vignerons. Il y a énormément de possibilités. Donc, pas de difficulté particulière, hein. Vos clients se rendent dans ces exploitations disséminées un petit peu partout au Québec. Ils pourront y faire des dégustations et acheter des produits locaux, frais, et les ramener pour les déguster en France. Évidemment, je n'oublie pas non plus pêcheurs de crabes, de homards ou d'algues comestibles du Québec maritime, qui enrichissent nos saveurs locales de façon remarquable. Et on peut bien sûr aussi trouver crevettes nordiques, des huîtres qui sont récoltées au large des îles de la Madeleine et du saumon atlantique. Tout cela complète l'éventail des aliments issus de la mer ou du fleuve qui que l'on peut retrouver dans son assiette au Québec. Donc, on voit qu'on a un très bon mix entre les produits du terroir et les produits issus du Saint-Laurent. Ceci nous mène à la dernière expérience qui est vivre le Saint-Laurent. Je disais tout à l'heure, le Saint-Laurent, c'est le fil rouge de la province. On en est rarement très loin. C'est un des plus longs fleuves du monde, 1200 km, je l'ai mentionné tout à l'heure, et donc il s'étend d'ouest en est sur toute la province. Et donc, c'est quelque chose de très important pour les Québécois. On en est très fiers de ce fleuve et on peut faire beaucoup d'activités. La première d'entre elles, c'est la découverte de ces cétacés. Il y a 13 espèces de cétacés que l'on trouve dans le Saint-Laurent. Il y a également 4 espèces de phoques. Donc tous fréquentent le Saint-Laurent et c'est un des seuls endroits du monde où on peut en trouver autant. C'est une très grande variété marine, d'espèces marines qui est assez unique dans le monde. On a des baleines, on a des rorquals, on a des dauphins, des marsouins, des cachalots, des phoques, je le mentionnais également. La meilleure période pour les observer, c'est de mai à octobre, donc sur la fin de l'été et le début d'automne, on peut encore les observer et ça, c'est très important. Et on a plusieurs possibilités pour observer ces, ces espèces, que ce soit dans des bateaux d'une centaine de passagers à peu près, ou dans des zodiacs, qu'on voit sur la photo du bas, donc entre 12 et 36 passagers à peu près, et même en kayak. Donc on a énormément d'options et souvent les départs se font depuis Tadoussac. Au large de la Gaspésie, donc ça c'est tout à l'est du Québec, on a l'île Bonaventure qui est située tout proche du Rocher Percé, qui est également très connue parce qu'elle abrite la plus grande colonie de fous de bassin en Amérique du Nord. Il y a plus de 100 000 oiseaux qui viennent nidifier ici et que l'on peut découvrir puisque l'excursion que l'on fait depuis Percé permet de s'y rendre, de se balader et de les découvrir au fil de sa petite rando très facile. Et il y a également la possibilité de découvrir les blanchons qui sont les petits des phoques du Groenland. Ça, c'est une expérience magique, unique, qui est sur une très courte période, entre fin février et mi-mars tous les ans, donc à proposer si c'est possible. Et puis le Saint-Laurent, c'est également la possibilité de faire pas mal d'activités. Donc l'été, l'automne, on va être plutôt sur du surf et on a une vague éternelle que l'on peut surfer près de Montréal. On a la possibilité de profiter également du paddleboard, du canoë, du kayak, pas mal de petites choses un peu partout. Et à l'inverse, l'hiver, là, le Saint-Laurent se transforme totalement et on peut faire des courses de canot à glace
n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait qu'on peut faire cette activité très facilement depuis Québec et vous pouvez la proposer à vos clients. Ils en seront enchantés, j'en suis sûr. Et puis pour terminer sur cette expérience, on peut bien sûr découvrir le Saint-Laurent depuis différentes routes côtières. On en a une notamment qui longe la côte nord, qui est assez unique avec des très belles vues sur le Saint-Laurent. Et puis on a sinon la possibilité de faire la route des phares en Gaspésie, qui permet de découvrir la majorité des 43 phares de la province. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. J'ai juste une petite vidéo d'1 minute, qui va vous, montrer un petit peu à quoi ressemble l'automne au Québec. Voilà, j'ai presque terminé. Dernière chose avant de redonner la parole à Natacha, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site bonjourquebec.com. C'est une mine d'informations, qui vous sera très utile. Sur ce site, vous allez trouver beaucoup de détails sur, les saisons, sur les régions, sur différentes thématiques. Donc, déjà, vous aurez beaucoup d'informations par rapport à vos questionnements éventuels. Et puis sinon, n'hésitez pas, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone qui s'affichent également. Donc, je suis joignable, je suis basé à Paris. Donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de venir dans la province et également, bien sûr, d'envoyer vos clients découvrir nos beaux paysages. Merci à vous. Merci beaucoup, Charles, pour cette super présentation. Merci. Alors, on va passer à la présentation de la route des explorateurs avec Emerson. Parfait. Emerson, si tu arrives à Oui, partager ton merci. écran. Merci beaucoup. Je vais faire ça immédiatement. Et voilà. Donc, juste dis-moi, Natacha, si vous voyez bien mon écran, Alors, la présentation. on voit l'écran, mais c'est pas en mode présentation pour le moment. Ouais, voilà, parfait. Excellent. Parfait. Donc, merci beaucoup, Natacha, Charles, et merci à tout le monde présent aujourd'hui pour ce webinaire et en apprendre un peu plus sur le Québec des explorateurs et la route des explorateurs. Donc, je m'appelle Emerson Velasco et je représente le Québec des explorateurs, qui est une destination composée de 3 régions dans l'ouest du Québec. Et c'est une destination qui aussi chapeaute l'itinéraire principal nommé la route des explorateurs. C'est une route qui traverse justement ces 3 régions. Et aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour faire une présentation très sommaire parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et très peu de temps pour le présenter. Donc, je vais commencer par les faits saillants de c'est quoi la route des explorateurs. Et pour commencer, ben, il faut savoir que c'est ça, c'est un itinéraire qui traverse 3 régions dans l'ouest du Québec, donc l'île Laurentide, l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais. Et puis ces 3 régions, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles partagent un héritage autochtone Anishinaabe et aussi qui partagent une histoire commune qui est en lien avec la rivière des Outaouais. Donc, si vous voyez sur la carte, tout ce qui est au sud des 3 régions, eh bien, c'est la rivière des Outaouais qui aujourd'hui divise la province du Québec et de l'Ontario. Mais autrefois, cette rivière, c'était comme une autoroute que les navigateurs utilisaient pour se rendre dans ces régions un peu plus éloignées. Et ça a fait en sorte que cette rivière a donc favorisé les échanges entre les premiers Européens explorateurs de l'Amérique et les
Premières Nations qui étaient déjà établies dans ces territoires. Donc, ces échanges-là ont vraiment créé des liens culturels, économiques aussi. Ça a donné naissance justement à le commerce de la fourrure. Un peu plus tard, ça nous a amené à l'industrie du bois et tout le développement économique autour de ça. Il y a eu des vagues de colonisation dans les Laurentides, notamment avec le curé Labelle, qui a favorisé la création du Petit Train du Nord, qui était une voie ferrée qui connectait Montréal et tous les villages au nord de Montréal, justement des destinations de villégiature à l'époque. Ce chemin de fer s'est transformé aujourd'hui en une piste cyclable. D'ailleurs, c'est la plus longue piste cyclable au Québec. Et plus récemment, au début des années 1900, au nord, en Abitibi-Témiscamingue, ben, Val-d'Or a été fondé justement grâce à la ruée vers l'or. Donc, toutes ces étapes-là, marquantes dans l'histoire, pas juste du Québec, mais du Canada, c'est essentiellement ce que les visiteurs peuvent découvrir en faisant la route des explorateurs. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est une route qui permet aux explorateurs d'aujourd'hui de suivre les traces des explorateurs d'autrefois et d'être en contact avec justement cette richesse historique et culturelle qu'on retrouve dans l'ouest du Québec, en plus de la richesse naturelle, parce que on a plusieurs parcs nationaux, on a des réserves fauniques également, des aires protégées, et c'est une nature un peu plus sauvage, un peu plus en dehors des sentiers battus. Vous n'avez pas l'impression d'être dans une destination vraiment touristique. Ce n'est pas aussi développé que l'Est du Québec, donc c'est idéal pour ces gens-là qui recherchent un peu plus d'authenticité. On est collé à l'Ontario, donc ça favorise aussi des itinéraires multiprovinces, et il y a deux accès. Deux des trois portes d'entrée du Québec nous permettent de faire la route d'explorateur, donc soit des vols vers Montréal ou vers l'aéroport d'Ottawa. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais faire une présentation assez sommaire et je vais me concentrer sur les villes que vous voyez sur cette carte, donc Mont-Tremblant, Val-d'Or, Témiscamingue, Gatineau et Montebello, et les principaux attraits et hébergements qu'on y retrouve. Et tout au long de la présentation, vous allez voir en haut à droite aussi une petite carte, une version mini de cette carte que vous voyez là, pour vous situer géographiquement par rapport à l'attrait qu'on présente. Donc, on va commencer par les Laurentides, qui est la première des trois régions, qui est plus accessible à partir de Montréal. Et on commence avec le Parc national du Mont-Tremblant, un des 4 parcs de la CEPAC. C'est le premier à avoir été créé au Québec en 1895. Ça a été aussi le troisième parc créé au Canada. C'est un parc très, très connu par les locaux, par les visiteurs internationaux aussi, par son accessibilité. On recommande fortement aux clients de visiter le secteur de la Diable, qui est beaucoup plus accessible à partir de la station de villégiature de Mont-Tremblant. Et dans ce secteur, on peut trouver des sentiers tels que le sentier Chute du Diable, qui est un sentier assez facile de 1,6 km et qui vous donne un très beau point de vue sur les chutes de la Diable. Donc, c'est la photo que vous voyez en bas à droite. Et également le sentier de la Corniche, qui est un niveau intermédiaire et vous donne des très beaux points de vue sur le lac supérieur et qui est quand même assez facile d'accès également à partir du secteur de la Diable. Également, le Parc national du Mont-Tremblant, quelque chose de très particulier, c'est qu'ils sont les seuls à avoir l'accréditation de réserve internationale de ciel étoilé. Donc, ça favorise l'observation des étoiles en raison de la très faible pollution visuelle qu'on y retrouve. Donc, c'est une expérience aussi à considérer pour ceux qui séjournent dans ce parc-là également. Toujours dans le même secteur, il y a le sentier des cimes Laurentides. Et puis, je pense que la photo, elle est assez claire et elle est assez évocatrice. C'est une incroyable tour panoramique qui donne des points de vue sur la forêt laurentienne, surtout l'automne. C'est absolument extraordinaire. Ça commence par une passerelle d'environ 20 mètres de hauteur. Donc, vous pouvez parcourir la forêt en observant la cime des arbres. Et c'est un parcours d'environ 2,7 km aller-retour. Cette passerelle vous mène au bas de la tour que vous voyez là. Cette tour fait environ 40 mètres de haut. Donc, vous pouvez, à partir du sommet de la tour, avoir ces magnifiques points de vue. Et au centre de la tour, il y a un filet dans lequel vous pouvez vous allonger et avoir des sensations un petit peu plus fortes et des points de vue assez extraordinaires aussi des Laurentides.
Donc, c'est un incontournable, pas juste pour la région des Laurentides, mais aussi pour la route des explorateurs en général. Et quelque chose aussi de très intéressant, c'est que c'est un parcours accessible à tous. Vous pouvez le faire en fauteuil roulant ou même des poussettes. Donc, c'est un beau produit aussi pour les familles. Pour les hébergements, le Grand Lodge dans les Laurentides, c'est ce qu'on vous propose. C'est un hébergement qui est situé à côté d'un lac. La plupart des chambres ont une vue sur ce lac. Il y en a 112. Elles sont la plupart aussi équipées de cuisine complète. Donc, c'est idéal aussi pour les séjours longs ou pour des séjours en famille. Et c'est situé à environ 5 minutes en voiture de la station de villégiature Tremblant. Maintenant, on va aller au nord en Abitibi-Témiscamingue et on s'arrête à Val-d'Or. Val-d'Or, qui est une ville qui a été fondée, justement, comme je disais tantôt, par rapport à la ruée vers l'or. Et ce site, la Cité de l'Or, qui est le principal attrait de cette ville, vous permet justement de descendre 90 mètres sous terre. Vous êtes vous avez l'équipement d'un mineur qui est fourni sur place et vous transportez dans les années 1935 à peu près, lorsque la mine Lamaque a été fondée. Elle a opéré pendant environ 50 ans. Et donc, on apprend un peu plus sur les difficiles conditions des mineurs à l'époque et comment la technologie était assez précaire. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment ces gens-là se sont installés pour extraire tous les minerais. À côté du site de la Cité de l'Or se trouve le village minier de Bourlamaque, qui est un ancien village justement où les miniers habitaient. C'est devenu un site historique national en 2012. Donc, tous les bâtiments sont originaux, sont construits en bois rond, comme vous voyez dans la photo. Et des résidents de Val-d'Or vivent toujours dans ce quartier-là. Donc, ça vaut la peine de se promener, soit avec un parcours en audio guide, ou soit juste se balader seul et apprécier l'architecture de l'époque. Et ça vraiment, ça vous met dans l'ambiance de ce que c'était l'Abitibi-Témiscamingue au début des années 1900, quand il y a eu la ruée vers l'or. Ensuite, je vais vous amener complètement à l'ouest de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous voyez là sur la carte le petit point rose qui situe Obadjiwan Fort Témiscamingue. C'est un site qui raconte, dans le fond, c'est un ancien poste de traite de fourrure et ça raconte vraiment l'importance que la fourrure avait et la rivalité que ça crée entre les Français et les Anglais au 17e et 18e siècle. C'est un site à air ouvert, donc vous avez vraiment beaucoup d'interactions avec la nature. C'est situé à côté d'un lac. Et juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut apprendre et comment ça peut être fascinant d'apprendre plus sur le commerce de la fourrure. Aujourd'hui, pour se rendre à cet endroit-là, à partir de Montréal, ça prend environ 6 heures de route. À l'époque, ça prenait environ 25 jours pour s'y rendre à travers la rivière des Outaouais à partir de Montréal. Donc, en plus de ça, il fallait contourner une vingtaine d'obstacles, donc des portages, ce qui faisait en sorte qu'on devait sortir le canot, le décharger, et souvent il y avait environ 100 kilos de marchandises qui étaient transportées. Prendre le canot, contourner l'obstacle, remettre le tout à l'eau et continuer ainsi de suite pour une vingtaine de portages pour enfin se rendre jusqu'au fort Témiscamingue. Donc, c'est quand même une histoire assez fascinante qu'on peut découvrir sur ce site. Et en plus, ce que je recommande particulièrement, c'est de prendre le temps de rencontrer Carl Chevrier. Il est à l'entrée du site et il a un atelier de fabrication de canots d'une façon traditionnelle. C'est un membre d'une communauté autochtone. Il est très respecté et il possède vraiment un art assez extraordinaire et vous explique justement comment il utilise ces méthodes traditionnelles et comment il confectionne ses canots. Donc, il est pratiquement tout l'été présent et même une partie de l'automne sur le site. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps d'échanger avec lui parce qu'il a des histoires très fascinantes à raconter. Juste à côté de ce site se trouve l'Abanic, qui est l'hébergement qu'on propose en Abitibi-Témiscamingue. C'est un hébergement qui est composé de deux types d'hébergement.
Le premier, c'est le type chalet canadien. Donc, ce que vous voyez, non, pas vraiment. Ce que vous voyez à gauche, c'est un bâtiment d'accueil où l'on retrouve les chambres, qui est l'autre type d'hébergement qui est proposé par la Bannick. Donc, on a 14 chalets ils ont tous soit un spa ou un sauna. Et dans le bâtiment principal, on retrouve 4 chambres qui, elles, ont toutes une vue sur le lac. Ces chambres ont été créées il y a environ 2, 3 ans, donc c'est vraiment récent et elles sont très confortables et c'est une vue imprenable absolument sur ce lac-là. Il y a un bistrot sur place qui utilise des produits régionaux. Il y a aussi une piscine extérieure chauffée, des terrains de jeu pour les enfants, il y a une plage, donc plusieurs installations qui peuvent être utilisées notamment pour les familles. Et c'est situé, comme je disais, à 2 pas du fort Témiscamingue. Ensuite, environ à 65 km au sud de la Bannique se trouve le parc national Opémican. Celui-ci, sa particularité, c'est qu'il raconte un peu plus l'histoire de la drave. La drave, c'était un métier qui consistait à transporter les billots de bois à travers la rivière, notamment la rivière des Outaouais. Et donc, on peut visiter dans le secteur Pointe-au-Pémican, on peut visiter des anciens sites forestiers qui racontent cette histoire, justement, tout ce qui était en lien avec le flottage du bois au 19e siècle. Et il y a aussi certains bâtiments patrimoniaux qui ont été préservés et aménagés pour avoir des expositions qui présentent un peu plus cet aspect-là. Donc, à part toute la richesse naturelle qu'on y retrouve, il y a cette vocation un peu plus historique et culturelle qu'on y retrouve en lien avec la Drave. Et finalement, on va aller en Outaouais, qui est la 3e région. On se rapproche un peu plus du sud et on se rapproche de la région de la capitale du Canada. Musée canadien de l'histoire, comme le disait Charles, il y a beaucoup d'histoires en lien avec les Premières Nations de partout au Canada on peut en apprendre davantage. Donc, un exemple, c'est la Grande Galerie, qui est la plus grande collection intérieure de totems au monde. Donc, c'est la grande image que vous voyez en haut à droite. C'est vraiment impressionnant de voir ces structures-là et d'en apprendre plus sur les Premières Nations canadiennes. Il y a également la salle de l'histoire du Canada qui vous raconte l'histoire du pays dans les derniers 15 000 ans. Donc, c'est aussi une façon d'en apprendre plus un peu sur la Nouvelle-France, l'Empire britannique, les personnalités canadiennes qui ont aidé à façonner le pays. Et finalement, il y a aussi un petit musée pour les enfants, le Musée canadien des enfants, qui est un espace interactif où on propose aux enfants un voyage à travers le monde. Donc, il y a plusieurs artefacts ou des recréations d'environnement de chacun de ces pays-là qui permettent aux enfants d'interagir avec ces milieux, ces différentes cultures. 3e parc national de cette présentation, le parc de Plaisance, qui est situé en bordure de la rivière des Outaouais. Il est situé sur des îles, des baies, des milieux humides. Donc, sa particularité, c'est vraiment le fait que ça favorise beaucoup plus l'observation des oiseaux, étant donné que c'est une zone de milieu humide. Donc, environ 250 espèces d'oiseaux peuvent être observées. Et ce qu'on vous recommande comme sentier, idéalement pour les familles aussi, c'est la zizanie des marais. Donc, c'est la photo en bas à gauche que vous voyez. C'est comme un parcours, une passerelle en zigzag qui vous permet d'apprécier tous les paysages de ces marais. On continue vers Montebello pour visiter le parc Omega, qui est un parcours en voiture pour découvrir les animaux de la faune canadienne. Donc, c'est 12 km de sentiers qui vous permettent d'interagir avec des animaux tels que des wapitis, observer des ours, des loups, des bisons, des orignaux aussi. Ce qui est particulier de ce site, c'est qu'ils offrent aussi de l'hébergement sur place pour avoir un contact plus privilégié avec cette faune. Donc, les hébergements insolites sont à prendre en considération, notamment les hébergements avec les loups. Et cette année, une nouveauté, c'est qu'ils vont lancer un parcours nocturne qui permettra justement de faire des projections multimédia dans la forêt et raconter une histoire d'un petit loup qui est égaré dans la forêt et donc jouer avec les éléments
sensorielle pour découvrir le parc d'une autre façon. Donc ça va être disponible à partir de cet été. Et finalement, l'hébergement que je propose toujours à Montebello, donc en Outaouais, c'est le Fairmont Château Montebello, plus grande construction en bois rond au monde. Ils ont 210 chambres. C'est un hôtel Fairmont, donc d'une prestigieuse chaîne d'hôtels. Il a été inauguré en 1930, donc c'est un bâtiment aussi qui a beaucoup d'histoire, qui a eu beaucoup d'importance au niveau politique aussi. Et on paye toujours un frais d'expérience de villégiature dans le frais dans l'annuité, c'est inclus. Et ça vous donne accès à une quarantaine d'activités sur place pour pouvoir profiter des espaces absolument extraordinaires du château Montebello. Donc, comme je l'ai dit, c'est très difficile de résumer 1500 km de route en 15 minutes. J'ai fait de mon mieux pour vous présenter au moins les incontournables. Et pour finir, je vais vous présenter aussi une petite vidéo qui, j'espère, va fonctionner avec le son. Sinon, vous pouvez peut-être me faire signe. Je n'arrive pas à voir les caméras en ce moment, mais on va lancer la vidéo, puis vous me dites si on entend bien. Donc voilà pour ma présentation. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez des idées de collaboration pour développer des itinéraires ou des explorateurs, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse courriel là sur l'écran. Et visitez aussi notre site web Québec des explorateurs. Comme je disais, c'est un regroupement de 3 régions qui fait la promotion de la route des explorateurs aussi. Donc au final, c'est la même chose. Et je suis votre contact dans les deux cas. Donc, merci de votre attention et puis on reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Emerson. Merci, merci. Je vais autoriser le micro et la caméra pour tous pour la séance de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à Charles Julien pour Bonjour Québec et Emerson pour la route des explorateurs, par chat ou en live avec la caméra. N'hésitez pas. Une première question pour toi, Emerson, c'est quelle est la meilleure période de l'année pour parcourir la route des explorateurs? La seule période, disons, c'est vraiment à partir de la fin mai, début juin jusqu'en octobre, parce qu'on ne recommande pas de faire cette route l'hiver. Ce sont des trop grandes distances pour prendre le risque de conduire sous la neige ou sous une tempête. Donc, c'est vraiment une route qu'on recommande principalement à la fin du printemps jusqu'à l'automne. Et aussi, c'est la période dans laquelle la plupart des opérateurs touristiques sont ouverts. Donc, en général, ces opérateurs touristiques, surtout un peu plus éloignés, ferment leurs opérations juste après le long week-end de l'Action de grâce, donc vers la mi-octobre. D'accord, super, merci. Et Charles, quelles sont les 3 spécificités du Québec, s'il te plaît? Alors, bon, j'en ai cité 3 qui sont très importantes, hein. On a la culture créative et c'était surtout le
le fait que l'accent québécois, les expressions utilisées sont très, très fortes, très identitaires, très appréciées. Et quand on entend un Québécois parler, on sait, d'où il vient. Enfin, il y a pas de questionnement à ce niveau-là, donc on sait où on se trouve et ça, c'est plutôt agréable. La deuxième chose, c'est aussi le territoire spectaculaire. Alors, on a bien sûr des très grandes villes, avec beaucoup de culture, d'histoire, à découvrir, hein, avec, Montréal et la ville de Québec. Mais on a également un terrain de jeu en plein air, extraordinaire. De nouveau, le Québec, c'est 3 fois la France à peu près en superficie et globalement des forêts, des lacs, des cours d'eau, le Saint-Laurent. On a énormément de choses à découvrir, donc l'aspect, territoire, spectaculaire est immense. Et puis la dernière chose et peut-être la plus importante, c'est l'accueil généreux et chaleureux que l'on a de la part de tous les Québécois quand on se rend, donc dans la province. On est souvent, agréablement surpris, voire très agréablement surpris. On ne s'attend pas toujours à ça, mais ils aiment partager, ils aiment vraiment, discuter, et en apprendre plus aussi sur nous. Nous, on essaye, en tant que Français, d'en apprendre plus sur eux, mais ils aiment poser beaucoup de questions et ils aident les gens, ils sont authentiques, ils sont vrais. Donc ça, c'est plutôt très apprécié. Super, merci. Et une question de Maryse pour toi, Emerson. Il faut prévoir combien de nuits minimum sur la route? Oui, j'étais en train de répondre par écrit. On recommande au moins 12 nuitées parce que c'est quand même beaucoup de distance. Et puis, l'idéal, c'est de vraiment prendre le temps de rencontrer les gens. C'est plus une expérience comme de slow tourism et puis de vraiment s'imprégner de la culture locale. Donc, minimum 12 nuits, mais après, bon, selon les différents tour opérateurs, il y en a qui l'adaptent et qui font des combinés Québec-Ontario. Donc là, ça va sûrement aussi augmenter le nombre de nuitées. Mais avec un minimum de 12, ça vous donne quand même un très bon aperçu de ce que la route des explorateurs a à proposer. Ok, super, merci. Et Charles, on a une question pour toi. Est-il possible de répéter le nom du refuge au Québec, outre le zoo de Saint-Félicien et Parc Oméga? Oui, bien sûr, et c'est dans la région d'Emerson en plus. C'est le refuge Pajot, Pageau, donc qui se trouve à Amos, donc c'est au nord de Val-d'Or. C'est quoi, une demi-heure à peu près de route de Val-d'Or, Emerson? Donc voilà, c'est ce refuge qui, permet de soigner les animaux et de les remettre après en pleine nature, une fois qu'ils sont, de nouveau en pleine forme. Super, merci. Maryse, tu as une question? Hello! Bonjour, j'ai une question pour, je pense que c'est peut-être plus pour Charles. Moi, souvent, quand je rencontre les agents de voyage, on me demande s'il y a un site web, qui référence tout ce qui est activités autochtones au Québec. On me demande souvent pour les powwows, ces choses-là. Est-ce que ce serait possible d'écrire dans le chat, sur quel site on peut trouver les infos qui sont spécifiques, tout ce qui est, autochtone au Québec? Alors, sur notre site, on a déjà des choses, Ouais? hein, sur, bonjourquebec.com, hein, je l'ai spécifié tout à l'heure, le site www.bonjourquebec.com. Il y a différentes rubriques qui sont proposées, dont une rubrique qui est dédiée, au tourisme autochtone, aux communautés, aux Premières Nations. Et en dehors de ça, il y a également une association qui s'appelle, Tourisme autochtone Québec, tout OK. simplement, et qui permet d'en savoir plus, d'en apprendre plus sur toutes, ces Premières Nations, donc 11 Premières Nations et 55 communautés, avec, les, hébergements, les sites d'interprétation, tout ce qui est, visitable, là où on peut dormir également. Donc il y a beaucoup de spécificités justement sur cette thématique et voilà, Tourisme autochtone Québec, c'est vraiment, le site incontournable pour en savoir plus sur ces communautés. Eh ben, merci, j'ai rajouté les 2 dans Ouais, le chat pour d'accord, ceux qui veulent aller cliquer. parfait. Merci. Merci Maryse. Parfait, merci Maryse. Et bien, si il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, merci beaucoup Charles, merci beaucoup Emerson pour vos Merci présentations. Natacha.